bonjour et bienvenue sur Médian TV. Quelques semaines après son déploiement pour freiner l'expansion de la rébellion du M23, la force est-africaine peine non seulement à pacifier l'est de la RDC, mais semble même montrer des signes de faiblesse. En témoigne la démission de son commandant qui invoque des menaces sur sa propre sécurité. Mais au-delà de ce fait, essayons de comprendre si cette force constituée donc de troupes de plusieurs pays de la région, si cette force donc a vraiment la puissance nécessaire pour éradiquer les rebelles du M23 qui seraient donc soutenus par le Rwanda. On en parle avec notre invité, il s'agit de l'analyste politique Aline Zouzi qui est avec nous depuis Bruxelles. Bonjour à vous Aline Zouzi. Bonjour Omar. Alors, revenons d'ailleurs sur ce fait que j'évoquais à l'instant, à savoir le commandant en chef de la force est-africaine, donc le commandant kényan de cette force qui décide de démissionner. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Aline Zouzi? Alors, je crois que c'est la conséquence de plusieurs épisodes d'incompréhension, mais aussi de maladresse. Il faut bien le dire en termes de communication. Il faut se souvenir qu'il y a de cela quelques jours, ce même commandant avait affirmé que le rôle de la force régionale n'était pas du tout d'engager le combat contre le M23 et que ce n'était pas dans son mandat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque le M23 a fait mine de quitter certaines de ses positions, elles ont été reprises par les éléments de la force régionale, mais très vite on s'est rendu compte, et cela a été confirmé à la fois par la société civile, par plusieurs ONG, mais aussi par la population locale, qu'en réalité le M23 continuait à tirer les ficelles au niveau administratif dans les zones qu'elle a fait mine évidemment d'abandonner, mais qui était récupéré par la force régionale, ce qui accréditait l'idée, vraie ou fausse, nous le verrons plus tard, qu'il y avait une forme de laxisme de la part de la force régionale. Mais au-delà de tout cela, il faut bien admettre que cette force régionale a eu beaucoup de mal à faire ses preuves, surtout lorsque certains épisodes n'ont pas pu lui permettre de démontrer sa capacité réelle à pouvoir contenir la progression du M23. Mais le fond de l'incompréhension réside aussi et surtout par l'absence d'un mandat clair, puisque dans l'entendement des autorités de Kinshasa, dès lors que cette force avait été déployée, elle avait naturellement un mandat offensif, puisque l'objectif était d'éradiquer la menace. Il n'en est absolument rien, que du contraire. Et les épisodes de ces dernières semaines montrent effectivement un essoufflement de cette force qui fait d'ailleurs, en tout cas, l'objet de pas mal de critiques et surtout est confronté à de nombreux problèmes financiers pour son fonctionnement. Justement, parlez-nous de la Constitution. Je le disais, plusieurs pays ont envoyé leurs troupes. On pense notamment au Kenya, on pense au Sud-Soudanais, on pense à l'Ouganda, entre autres. Pourquoi, alors, n'a-t-on pas donné les moyens à cette force? Et comment se fait-il que cette force se retrouve même menacée par le M23? Où est-ce que le bas blesse, en fait? Alors, vous savez, quand vous regardez dans le détail les pays qui composent la force régionale, vous avez le Kenya, bien évidemment, qui n'a jamais eu de tradition de groupes armés qui se replient en territoire congolais. Mais vous avez, à l'inverse, l'Ouganda, vous avez le Burundi et, dans une certaine mesure, le Soudan du Sud. Ce sont donc des pays qui ont accepté de venir dans le cadre de cette force-là, mais qui n'ont pas, je dis bien, qui n'ont pas en tout cas, mis de côté toute velléité de pouvoir en finir avec leurs propres groupes armés, ce qui d'une certaine manière, détourne de leur mandat initial, si tant est que ce mandat soit clair et défini. Et donc, cette difficulté à pouvoir coordonner les efforts, mais surtout les règles d'engagement de ces différents pays rend la tâche extrêmement compliquée. Vous remarquez d'ailleurs que depuis l'installation de la force régionale et depuis la signature du fameux SOFA, qui est en fait l'accord de siège, on n'a pas beaucoup entendu parler de la MONUSCO, qui d'une certaine manière a préféré battre d'une certaine manière en retraite et laisser le soin à cette force régionale de démontrer
ce dont elle est capable. Au final, ce que l'on obtient, c'est beaucoup plus d'incompréhension qu'autre chose, et aussi une forme, j'allais dire, mais ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est comme ça que cela est ressenti au sommet de l'État congolais, une forme de nonchalance et de laxisme, effectivement, à l'égard peut-être d'une rébellion qui se sent requinquée et qui, d'ailleurs, une fois qu'elle se désengage de certaines positions, se redéploie ailleurs pour maintenir une forme de pression face à laquelle, d'ailleurs, la force régionale n'a pas été en mesure, en tout cas, d'apporter une réponse à la fois efficace et plausible. Alors, on a donc la MINUSCO dont vous parliez tout à l'heure, qui ne fait pas l'affaire de façon globale. Si aujourd'hui la force est-africaine aussi montre des signes de faiblesse ou fait preuve de pusillanimité à tel point qu'elle ne puisse éradiquer cette rébellion qui, en retour, la menace, alors est-ce que comment le Congo gère tout ça? Comment l'État congolais aborde toutes ces questions de ces forces qui se multiplient sur son sol, mais qui sont incapables de venir à bout ou de satisfaire leur mandat? Comment l'État congolais compte-t-il réagir? Alors, la RDC est en train de mettre les moyens nécessaires pour accroître les capacités opérationnelles de l'armée nationale. Même si on ne le dit pas suffisamment, il y a des avancées significatives qu'il faut mettre à l'actif de cette armée. Mais il est évident qu'avec deux processus concomitants, nous pensons bien évidemment au processus de Nairobi qui concerne davantage les groupes armés locaux qui opèrent en RDC et d'ailleurs pour lequel le M23 n'a pas voulu s'inscrire puisque vous le savez, l'issue de ce processus, c'est bien évidemment la mise en œuvre du fameux programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ça veut dire que on va remettre à la vie civile ces troupes-là. Ce sera au cas par cas pour que certains puissent intégrer l'armée nationale, mais l'objectif, évidemment, c'est de les remettre à la vie civile. Et puis, vous avez le processus de Luanda qui, lui, fait appel aux États, avec notamment l'implication du Rwanda qui est considéré et reconnu. D'ailleurs, cela ne vient pas de moi, mais de nombreux rapports, notamment onusiens, et qui attestent notamment du soutien officiel qu'il apporte au M23. Et donc, à partir de ce processus, on présuppose que le Rwanda peut user de son influence en tout cas pour ramener à la raison le M23. Mais le problème, c'est que sur le terrain, la feuille de route qui avait été élaborée dès le mois de juillet, qui a été réactualisée en novembre, mais qui a été partiellement respectée, prévoyait effectivement un cessez-le-feu, un désengagement des troupes du M23, un retour des populations déplacées dans les zones qui les concernaient avant d'envisager quelques discussions que ce soit. Aujourd'hui, cela n'est pas du tout à l'agenda de Kinshasa. Il n'est pas question de négocier avec le M23, il est plutôt question d'éradiquer cette menace. Et donc, si l'État, comment dirais-je, la force régionale est-africaine n'a pas les moyens de faire respecter notamment la lettre et l'esprit de cette feuille de route et qu'elle semble plutôt se complaire dans une situation où finalement le M23 a la possibilité de se renforcer sur d'autres positions, cela pose un vrai problème. L'autre problème qu'il faut impérativement résoudre, c'est celui du commandement. Alors évidemment, le Kenya était à la manœuvre pour la mise en place de cette force, mais aujourd'hui, avec le recul, on estime qu'il serait peut-être judicieux de prévoir une forme de commandement tournant, c'est-à-dire que d'une période à l'autre, on peut envisager que le commandement puisse échoir à un autre pays pour peut-être donner davantage de crédibilité et d'efficacité à cette force. C'est un débat dans lequel il faudra probablement s'engager, mais il faudra surtout ramener la confiance et clarifier un certain nombre de choses concernant notamment les règles d'engagement, car aujourd'hui, on a beaucoup plus le sentiment que cette force régionale consacre le statu quo, puisque vous le savez, l'ambition du gouvernement de Kinshasa est de restaurer son autorité dans les zones qui ont été abandonnées par le M23. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le cas du Rwanda, sachant que tout le monde dit que le Rwanda soutient cette rébellion du M23.
comment évoluent les rapports de Kigali avec les autres pays de la région qui envoient leurs forces? Ou plutôt, vu du côté congolais, ne dirait-on pas que ces pays-là peut-être ménagent cette rébellion qui est soutenue par Kigali? Écoutez, je n'ai pas très bien compris la fin de la question. Alors, Est-ce que vous pouvez juste... je disais, comment est-ce que du côté congolais, on ne pense pas que ces pays qui envoient cette force est-africaine ménagent le M23 que l'on dit soutenu par Kigali? Bon, écoutez, ça fait partie en fait des nombreuses hypothèses et supputations qui sont avancées, mais il va bien falloir à un moment donné que le droit international s'impose, car il est vrai que l'inefficacité de la force régionale renforce évidemment sur le terrain le M23 et donc indirectement le Rwanda. Il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, la RDC, sur le plan diplomatique, donne plutôt le sentiment d'être un peu seule, parce que lorsque vous avez une délégation du Conseil de sécurité qui appelle le gouvernement congolais à négocier, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Et donc, ça veut dire que d'une certaine manière, vous accréditez les thèses qui sont avancées par le camp adverse, c'est-à-dire une désinformation éhontée, qui consiste à faire croire que le conflit avec le M23 est une affaire congolo-congolaise. Dès lors qu'elle a des ramifications à l'extérieur, en l'occurrence avec le Rwanda, il est clair que le Rwanda est un belligérant à ce conflit et qu'à ce titre-là, le Rwanda devrait d'ailleurs subir les sanctions qui sont prévues, notamment par la Charte des Nations Unies. Donc ce deux poids, deux mesures agace prodigieusement la RDC, mais aussi et ses dirigeants. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait au niveau de la communauté internationale un sursaut. Il ne s'agit pas ici de tendre la main ou de supplier la communauté internationale à condamner, mais à faire preuve de cohérence et de sérieux, notamment dans le respect des textes qui la régissent. Alors, cela dit, on sait que cette région aujourd'hui est confrontée à plusieurs, en tout cas, défis. On pense notamment à ce qui se passe au Soudan qui est frontalier du Sud-Soudan, qui fait partie de l'Afrique centrale. Comment ce conflit-là peut-il influencer les équilibres au niveau de la République démocratique du Congo, mais globalement en Afrique centrale? Alors là vraiment, nous touchons à un problème très sérieux, parce que vous remarquerez donc à l'heure actuelle, au-delà de ce qui se passe dans la partie orientale de la RDC, il y a une situation extrêmement préoccupante, notamment au Soudan, où vous avez une imbrication entre les considérations ethno-claniques, politiques et autres, avec une lutte de pouvoir qui se fait en toile de fond avec une guerre d'influence que se livrent certains pays qui ne sont pas forcément des pays voisins, mais qui ont un intérêt certain à soutenir l'un des belligérants. Je dirais que dans le cas de la RDC, par exemple, le seul risque d'internationalisation du conflit vient du fait que vous avez effectivement des pays qui appartiennent à la force régionale et qui, avec leur volonté peut-être cachée d'en finir avec leurs propres groupes armés, pourraient réexporter le conflit dans leur propre pays. Ça, c'est un risque non négligeable. S'agissant bien évidemment de ce qui se passe au Soudan, vous n'êtes pas sans savoir que le Soudan du Sud est effectivement un des pays qui a fourni des troupes, mais on voit très bien comment est-ce que le conflit se déplace dangereusement au niveau du Soudan, puisque il y a de cela quelques jours, on a vu qu'il y a eu des affrontements extrêmement violents au Darfour, de triste mémoire, un conflit qui ne s'est jamais terminé et dans lequel on remarque depuis 4 ans des violences récurrentes, et cela est aussi une des conséquences de la lutte d'influence qui oppose le général Abdel Fattah el-Bourra et son challenger Mohamed Emiti, qui d'ailleurs lui-même, à un moment donné, avait envoyé en son temps des troupes de la force de soutien rapide, notamment au Yémen, pour combattre aux côtés des troupes saoudiennes et émiraties contre la rébellion houthiste. On voit là effectivement que vous avez des conséquences qui peuvent avoir un impact
direct dans la sous-région. Et puis, n'oublions pas, et ça c'est le plus important, que durant le conflit au Tigré, eh bien, les troupes de l'armée soudanaise, notamment ceux du général Abdel Fattah Bourha, ont combattu aux côtés des Tigréens. Et vous avez là effectivement potentiellement des risques d'implosion qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme et avoir forcément des conséquences sur la RDC dès lors que le Soudan du Sud serait effectivement menacé. Et là, vous aurez effectivement des mouvements de population qui seraient observés dans toutes les directions, que ce soit vers le nord, en direction du Darfour de l'Ouest, soit vers l'Éthiopie, soit vers le Soudan du Sud, et par voie de conséquence, vers la République démocratique du Congo. À ce propos, je rappelle que les Nations Unies alertent sur un possible exode massif du Soudan. En tout cas, on compte déjà des centaines de milliers de déplacés. Pour ce qui est de la RDC, dans cette province, dans cette région de l'Est dont on parlait, au moins 1 million de personnes ont été déplacées. Peut-être que ce sera la dernière question avec vous, Arine Zouzi, c'est-à-dire à savoir comment ces États, on a dit quel était l'impact, mais comment ces États se préparent à ces possibles débordements de ce qui se passe actuellement au Soudan? Je crois qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il va falloir déployer des trésors d'imagination pour que la diplomatie reprenne ses droits. Alors, on est bien d'accord, la trêve qui avait été proposée et même respectée d'une certaine manière, il y a de cela quelques jours, n'a jamais été efficace ni effective. C'est un premier problème. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que vous avez des acteurs comme l'Égypte, comme l'Arabie saoudite et comme les Émirats arabes unis qui avaient contribué à leur manière au départ d'Omar el-Béchir en 2019 et qui ont soutenu à tour de bras cette junte avant de choisir leur poulain. Car ne nous y trompons pas, ces trois pays ont fait des offres de médiation, mais avec évidemment des arrière-pensées. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis soutiennent très clairement Hemeti. Je l'ai évoqué tout à l'heure. L'une des raisons, c'est que effectivement les forces de soutien rapide ont combattu au Yémen, et ça, c'est quelque chose que n'ont pas oublié évidemment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, mais en même temps, il ne faudrait pas que Hemeti se présente comme celui, au fond, qui souhaite un retour à la démocratie, alors qu'en fait, lui-même est concerné par de nombreuses exactions dans le Darfour, mais a priori, de nombreux lobbying se font pour faire oublier un peu cette image, parce qu'officiellement, il s'oppose à ce qu'il y ait une alliance entre les islamistes et le général Mohamed Fattah el-Bourha, et il souhaite évidemment un retour à l'ordre pas ancien, mais en tout cas pour un retour des civils au pouvoir, parce que selon lui, le challenger vis-à-vis duquel il combat, c'est-à-dire Mohamed el-Bourha, serait plutôt dans une dynamique de retour à l'ordre el-Béchir, ce qui évidemment mécontente fortement la population. Donc c'est un piège, d'une certaine manière, un vrai poker menteur qui est en train de se jouer avec en toile de fond des intérêts divergents, mais aussi avec des arrière-pensées que certains pays ont du mal à dissimuler. En tout cas, ce conflit au Soudan qui est suivi de très près dans la région. Merci à vous, Arine Zouzi. Je rappelle que vous êtes analyste politique spécialiste de l'Afrique. Vous nous parliez donc de la situation en République démocratique du Congo. Bonne journée à vous, Arine Zouzi. Merci infiniment. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.